Des bombes tombent sur Téhéran et une bonne partie du Moyen-Orient au moment où je tourne cette vidéo. Les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire massive contre l'Iran qui a immédiatement riposté avec des tirs de missiles et des drones contre Israël ainsi que plusieurs pays du Golfe qui hébergent des bases américaines. Les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak. Le chaos est régional et des centaines de milliers de voyageurs sont actuellement bloqués dans les différents aéroports de la région, incapables de s'enfuir. Les marchés boursiers sont en plein chaos et avec toute l'empathie justifiée qu'on ressent pour tous les innocents qui se retrouvent dans cette situation terrible, on doit aussi penser aux conséquences pour son portefeuille d'investissement. Parce que personne ne le fera à notre place. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter de tomber dans les pièges que sont les investissements dans l'armement, dans le pétrole ou même dans l'or actuellement. Parce que oui, ça monte, mais ça ne va probablement pas durer et je vais vous montrer dans quoi j'investis à la place. Et c'est pour ça que je vais vous raconter une petite histoire. Le 15 septembre 2008, j'ai regardé mon compte titre et il avait perdu 8% en une seule journée. Lehman Brothers venait de faire faillite. J'ai failli tout vendre, tout liquider parce que j'avais peur. Alors, j'ai appelé un ami qui investissait depuis plus longtemps que moi et il m'a posé une seule question. Qu'est-ce qui a changé dans les entreprises que tu détiens depuis hier? Et la réponse, c'était rien, rien n'avait changé. Donc, j'ai fermé l'écran de mon laptop et 6 mois plus tard, j'avais récupéré les pertes. Si j'avais vendu ce jour-là, j'aurais matérialisé 35% de pertes. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça aujourd'hui? Parce qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient, on va tous peut-être ressentir cette même envie de tout vendre, ce même réflexe de panique. Mais l'erreur, ce n'est pas de paniquer. Paniquer, c'est émotionnel, c'est normal, c'est humain. L'erreur, c'est d'agir sans avoir pris le temps de vérifier les faits. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner un filtre en 4 critères, le test vrai, pour évaluer n'importe quel test d'investissement lié à cette crise, même pendant que les marchés paniquent. Et je vais vous montrer avec mon propre portefeuille comment ce test change tout quand on l'applique au pétrole, au secteur de la défense et à l'or. Et d'ailleurs, si vous découvrez cette chaîne, j'ai préparé un bootcamp gratuit de 7 jours par email, des astuces concrètes pour construire un portefeuille qui résiste aux crises. Le lien est en description. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler rapidement ce qui s'est passé ces 36 dernières heures. Donc jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères d'Oman annonçait un tournant dans les négociations. L'Iran s'engageait à ne jamais stocker d'uranium enrichi et à se soumettre à toutes les vérifications demandées par les USA. La paix était à portée de main. C'est exactement l'expression qu'utilisait le ministre iranien Araghchi quelques jours plus tôt, comme le rapportait Al Jazeera le 25 février 2026. 36 heures plus tard, le samedi 28 février à l'aube, Israël et les États-Unis ont lancé une attaque conjointe massive au nom de code Roaring Lion du côté israélien et Operation Epic Fury côté américain. Les cibles étaient Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj, Kermanshah. La mort du guide suprême Ali Khamenei a été officiellement confirmée par la télévision d'État iranienne le 1er mars 2026. Le détail des opérations est documenté sur la page Wikipédia de la crise Iran-États-Unis 2026. L'Iran a riposté immédiatement et des dizaines de missiles balistiques ont frappé les bases américaines dans le Golfe. Al-Udeid au Qatar, Al-Dafra aux Émirats, le quartier général de la 5e flotte US à Bahreïn. Quelques 40 missiles ont visé Israël. Les Houthis ont annoncé la reprise immédiate de leurs attaques en mer Rouge. Les espaces aériens sont fermés dans toute la région. L'accès à Internet en Iran s'est effondré à 4% de son niveau normal. Les compagnies aériennes sur place ne peuvent plus assurer les transports et des sociétés comme Lufthansa ont annoncé suspendre leurs vols jusqu'au 7 mars minimum. Maintenant, reprenons les faits. La majorité des investisseurs, moi y compris, pensaient que le statu quo précédent l'attaque israélo-américaine allait perdurer. L'ISW, l'Institute for the Study of War, concluait le 20 février 2026 qu'aucune des deux parties n'avait intérêt à l'escalade. Malgré les 2 groupes aéronavals qui avaient été envoyés sur la zone par les Américains, les pourparlers encourageants qui s'étaient tenus à Genève le 26 février dernier laissaient penser qu'on allait trouver une issue pacifique à la situation. Mais force est de constater que tout le monde se trompait et l'analyse doit s'adapter aux faits, malgré les imprévus. Et contrairement à l'actualité, vous allez voir que la méthode pour adapter son analyse aux faits est, elle, sans surprise. Parce que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a vu ce type de frappe sur l'Iran? En juin 2025, la société d'armement américaine Lockheed Martin a gagné plus 0,5% le lundi suivant l'attaque. RTX Corporation, la société qui produit entre autres les missiles Tomahawk, a gagné environ 6% sur le mois de juin et le pétrole a bondi de 8%, puis a rechuté quand les marchés ont compris que le conflit n'allait pas durer. Aujourd'hui, l'ampleur du conflit est bien plus forte et la question qui se pose est comment faire le tri entre ce qui est réel et ce qui est du bruit. Parce que les conséquences pour nos portefeuilles ne sont pas du tout les mêmes si le conflit s'éternise ou si la situation se normalise dans les prochaines semaines.
Pour répondre à cette question, j'utilise un filtre que j'appelle le test vrai. 4 lettres, 4 questions. C'est le même outil qu'on utilise pour évaluer n'importe quel test financier, sauf qu'aujourd'hui, on va l'appliquer à la crise Iran-USA. Et je vous suggère de noter ces questions parce que ce sont exactement les questions à se poser avant la prochaine reprise des marchés. Alors, on a le test vrai avec un V comme vérifiable. Première question, est-ce que les sources primaires sont accessibles? En 2 clics maximum. Quand on lit que le pétrole va exploser ou qu'on doit acheter le secteur de la défense, la première chose à faire, c'est de vérifier les données de base. Le Brent avec l'eau turée à 70,94 dollars vendredi dernier. Le Brent, c'est le pétrole brut de référence extrait en mer du Nord et il sert de base de prix pour environ les 2 tiers du pétrole échangé dans le monde. En pré-marché, il a bondi d'environ 2,9% et il est arrivé au-dessus de 72,80 dollars. Le cabinet Rystad Energy, basé en Norvège et qui fait aujourd'hui autorité mondiale dans le secteur de l'énergie, prévient que sans désescalade visible, les prix du Brent pourraient bondir de 10 à 20 dollars par baril à la réouverture des marchés. Barclays avait déjà modélisé un scénario à 80 dollars en cas de perturbation modérée d'1 million de barils par jour. Et ça, ce sont des sources vérifiables que je vous donne. Mais, et c'est un gros mais, le rapport de décembre 2025 de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, chiffre le surplus moyen de pétrole à 3,7 millions de barils par jour pour la période allant du quatrième trimestre 2025 à l'année 2026 en entier. Alors attention, 3,7 millions de barils par jour, c'est supérieur au surplus constaté pendant le Covid, quand le monde entier ou presque était confiné et que la consommation de pétrole ne pouvait pas aller plus bas. Et ce chiffre est confirmé par l'EIA, l'Energy Information Administration américaine, qui, dans son rapport de février 2026, elle, évoque un surplus de 3,1 millions de barils par jour en 2026. Et surtout, et là je vous demande d'être très attentif, selon le site Iran International, le 13 février, 170 millions de barils de brut iranien flotteraient sur des tankers fantômes. La valeur estimée, 10 milliards de dollars. Les Iraniens ont appris depuis longtemps à contourner les sanctions internationales et ils disposent de ce qu'on appelle une flotte fantôme de tankers, donc des transporteurs de pétrole, principalement au large de la Malaisie et de la Chine, qui offrent au régime iranien une réserve de liquidité potentielle. Donc là, la source primaire d'information raconte une histoire très différente de celle racontée par les gros titres. Le pétrole n'a pas peur de la guerre, il a peur de la surproduction. C'est le premier signal d'alarme pour ceux qui veulent acheter le pétrole avant qu'il n'explose. Alors attention, un bémol ici. Cette thèse sur le pétrole en abondance ne tient plus si le détroit d'Ormuz est perturbé. Là, le calcul change. 20% du pétrole mondial transite par ce passage. Et l'Iran y a conduit des exercices militaires mi-février, comme le documentait l'ISW le 2 février 2026. Au 2 mars 2026, on considère le détroit d'Ormuz comme fermé depuis la veille, suite aux tentatives de blocage par les gardiens de la révolution iranienne. Une soixantaine de navires sont actuellement immobilisés ou déroutés dans la zone et des radars montrent des dizaines de bâtiments à l'arrêt, craignant d'être pris dans les échanges de tirs. On parle même de 3 pétroliers déjà touchés. Le Skylight, qui battait un pavillon des Palaos, aurait été pris comme cible d'attaque au large de la péninsule de Musadan, à Oman, à l'entrée du détroit d'Ormuz justement. Et il aurait coulé le 1er mars après avoir été frappé par un projectile. Il y a aussi le MKD Vium, avec un pavillon des îles Marshall, qui aurait également été touché par un projectile au large d'Oman, faisant un mort. Et il y a un autre pétrolier sur lequel je n'ai pas encore de précision qui aurait été touché. Et j'ajouterais que les primes d'assurance contre les risques de guerre pour les navires qui transitent par le golfe Persique et le détroit d'Ormuz ont grimpé de 50%. Les assureurs annulent la couverture des risques de guerre dans le Golfe alors que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz s'interrompt, il est à l'arrêt. Le marché de l'assurance était déjà sous tension. Dès juin 2025, CNBC rapportait que de nombreux assureurs refusaient de proposer une couverture aux navires liés aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à Israël, quel que soit le prix de cette assurance, selon David Hostler, le rédacteur spécialisé en assurance pour Lloyd's List. Donc pour résumer, le surplus de pétrole existe toujours, mais ce surplus de pétrole devient théorique si le pétrole ne peut pas circuler. Il faut aussi avoir à l'esprit que le détroit d'Ormuz est extrêmement important pour un grand nombre d'acteurs géopolitiques, l'Inde et la Chine en tête, et qu'il n'est jamais resté fermé bien longtemps. Même pendant la guerre Iran-Irak, le détroit est resté ouvert, même si la navigation y était extrêmement dangereuse.
Les États-Unis avaient lancé l'opération Ernest Will entre 1987 et 1988 pour escorter les pétroliers koweïtis, garantissant ainsi la continuité du passage malgré les mines et les tirs de missiles. Mais il faudra quand même garder la situation actuelle sous surveillance. Ce qui m'étonne personnellement, c'est la rapidité de l'enchaînement des événements qui ressemble à une escalade dont on a du mal à appréhender la fin. Vrai avec un R comme réaliste. Deuxième question, est-ce que la chronologie tient debout? Est-ce que les chiffres qu'on nous présente sont cohérents avec la réalité? Prenons le secteur de la défense. Depuis le 1er janvier, Lockheed Martin a fait plus 34%, Northrop Grumman plus 26%, RTX Corporation plus 10%, pendant que le S&P 500 en face stagne à plus 0,2%. Donc c'est séduisant, mais regardons les multiples de valorisation. RTX, c'est 38 fois les bénéfices, Lockheed Martin, 27 fois. On nous fait payer aujourd'hui pour des multiples qui valorisent des sociétés de la défense dans un monde où le conflit serait éternel. Donc, selon Breaking Defense, un média numérique américain spécialisé dans l'actualité de la défense mondiale, le 23 février, le Pentagone dépensera la totalité des 152 milliards de dollars alloués par la loi de réconciliation, dont 25 milliards en munitions. Les carnets de commandes sont à des niveaux historiques. 268 milliards chez RTX, 194 milliards chez Lockheed. Tout ça est réel. Tout ça est déjà dans les prix des actions des sociétés de défense américaines. Et c'est ça le sujet. La chronologie est transparente. Les budgets sont déjà votés. Les commandes sont déjà signées. Ce qu'on paye 38 fois les bénéfices, c'est l'espoir que ça va continuer d'accélérer. Est-ce que c'est réaliste? Eh bien, regardons les faits. Le Stimson Center, un think tank qui analyse des enjeux de sécurité internationale, avertit que les actifs de défense américains sont aussi surévalués que l'intelligence artificielle et tout aussi à risque de se retourner dans une baisse violente. Quand la croissance est déjà dans le prix, le risque est asymétrique. Si les opérations s'arrêtent, les multiples vont se réduire et si elles continuent, elles sont probablement déjà intégralement intégrées dans les prix des actions. Et c'est le deuxième signal d'alarme qu'il faut avoir. Vrai avec un A comme alternative. Troisième question, existe-t-il une explication plus simple? D'un côté, le narratif qu'on entend partout dans les médias. La guerre va faire monter le secteur de la défense et le prix du pétrole. C'est l'histoire évidente, celle que tout le monde raconte. Et de l'autre côté, il y a une explication alternative. Le surplus pétrolier est historique, les valorisations du secteur de la défense sont à des sommets. L'or fait déjà son travail de valeur refuge. Il est passé de 5 000 dollars avant la crise à 5 400 dollars juste après. Et les marchés, historiquement, effacent les chocs géopolitiques en quelques semaines, quand les fondamentaux de l'économie n'ont pas changé. Le rasoir d'Occam, comme on dit, tranche souvent en faveur de l'explication la plus simple. Et l'explication la plus simple ici, c'est que les marchés vont paniquer au début, puis se calmer en quelques semaines. Sauf si le détroit d'Ormuz reste bloqué. Et c'est exactement ce que j'essaye de mettre en avant. Une bonne stratégie doit fonctionner dans les deux cas. Vrai avec un i comme intelligible, dernière question et c'est sans doute la plus puissante. Est-ce qu'on peut expliquer notre décision en 30 secondes à quelqu'un qui n'y connaît rien? Si quelqu'un nous dit j'achète la société Lockheed Martin parce que c'est la guerre, est-ce qu'on peut expliquer le mécanisme derrière? On paye 38 fois les bénéfices. Les budgets sont déjà votés. La croissance est déjà dans le prix. Est-ce qu'on paye pour une dynamique qui va durer quelques semaines ou pour les prochaines années? Si on ne peut pas formuler clairement le mécanisme, on construit des châteaux en Espagne, on fait des plans sur la comète et ça se casse la figure au moindre contact avec la réalité en nous coûtant très cher. Donc, vous avez 4 questions, 30 secondes chacune, et on filtre la majorité du bruit qui va circuler sur BFM et les médias mainstream. Alors, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire combien de thèses vous entendez sur les médias mainstream qui passent le test vrai. Alors, je pense à acheter le pétrole, vendre tout, acheter la défense. Laquelle survit à ces 4 questions? Et maintenant, je vais vous parler de ce que ça signifie pour nous les investisseurs. Alors, l'or, c'est l'actif qui passe le test vrai. Le métal jaune est à environ 5 400 dollars l'once au moment où je tourne cette vidéo. Est-ce que c'est vérifiable? Ah oui, le cours est en temps réel. Est-ce que c'est réaliste? L'or monte dans chaque crise géopolitique depuis 50 ans. Est-ce qu'il y a une alternative? Aucun autre actif ne sert simultanément de couverture contre l'inflation, la dévaluation monétaire et le chaos géopolitique. Est-ce que la thèse est intelligible? L'or monte quand tout le reste fait peur. Voilà, en 30 secondes, c'est fait. Les anciens gardaient quelques pièces d'or cachées pour les mauvais jours. Mes parents, sous Franco en Espagne, ont vu la peseta perdre sa valeur du jour au lendemain. L'or caché au fond du jardin n'a jamais rapporté, mais ce sont des pièces, des actifs qui ont permis à de nombreuses familles de dormir tranquilles.
Certains actifs ne sont pas là pour performer, ils sont là pour protéger. Maintenant, je veux parler du nucléaire. La thèse vérifiable que personne ne regarde. Selon ABC Australia, le 7 février, l'Iran fortifie Pickex Mountain, un site enfoui bien plus profondément que Fordow, le site iranien bombardé en juin dernier et qui pourrait être invulnérable au bombardement américain. Et l'AIEA n'a toujours pas pu localiser les stocks d'uranium enrichi à 60% déplacés après les frappes de juin 2025. L'Institute for Science and International Security a publié des images satellites le 11 février montrant le bétonnage actif des entrées de tunnels à Pickex Mountain. Traduction, les frappes ne règlent pas le problème nucléaire iranien. Le nucléaire, civil et militaire, reste un enjeu structurel. Ça, c'est une thèse vérifiable, réaliste, sans alternative évidente et elle passe le test vrai. Et maintenant, on peut envisager 3 scénarios. Donc, premier scénario, une opération militaire courte, un cessez-le-feu rapide. Alors, c'est possible, mais moins probable, vu l'ampleur de la riposte iranienne. Trump a appelé au changement de régime. L'impact, concrètement, sur les marchés, c'est que le Brent reviendrait vers 72-75 dollars en 2 à 3 semaines, une correction rapide sur le secteur de la défense et une stabilisation de l'or. Deuxième scénario, on aurait une opération prolongée avec une riposte régionale. Donc, c'est le scénario dominant. En cours de matérialisation, on le voit sous nos yeux, les missiles iraniens sur les bases du Golfe, la reprise des attaques outils en mer Rouge, les frappes continuent, donc tout converge. L'impact probable, c'est que le Brent irait entre 80 et 90 dollars à court terme. On aurait une hausse de la défense de 5 à 10%, puis ensuite on aurait un plateau, les valorisations sont trop élevées, une hausse soutenue de l'or et des treasury bonds, les obligations américaines en mode refuge. On a ensuite le scénario 3, une escalade totale avec le détroit d'Ormuz complètement bloqué, donc des risques en hausse. Les 170 millions de barils sur Tankers Fantôme documentés par Iran International deviennent des actifs tactiques. Le Brent au-dessus de 100 dollars. Ici, la variable critique, c'est la durée des opérations. Si c'est terminé en 72 heures, bon, on est déjà au-dessus de 72 heures, mais si c'est terminé rapidement, les marchés effaceront une partie de la baisse. Si Trump maintient des jours d'opération, comme ses officiels l'avaient annoncé le 14 février, alors on entre dans un régime de marché différent. Et si vous regardez tout ça en vous disant je ne suis pas prêt, je n'ai jamais appris à évaluer une crise comme ça, eh ben, c'est normal, on est tous passés par là, personne ne nous a appris à vérifier des sources avant d'investir. Le système financier est conçu pour nous vendre des réactions émotionnelles, pas des outils d'analyse. Ce que les Américains appellent le fog of war, le brouillard de guerre, s'applique aussi au marché. Quand le chaos domine, l'infobésité, comme l'appellent les médias, nous paralyse. Ce n'est pas de notre faute, c'est pas votre faute. Mais maintenant que vous avez le test vrai, vous pouvez filtrer le bruit avant la prochaine ouverture des marchés. Et c'est déjà une première étape. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment le test vrai s'applique à un portefeuille réel avec de l'argent réel, le mien. Et je vais commencer par ce qu'on ne fait pas. On n'achète pas le secteur de la défense. Pas de ligne Lockheed Martin, pas de ligne Northrop Grumman ou RTX dans le portefeuille. Zéro, et c'est un choix délibéré. Le test vrai explique pourquoi. Vérifiable, oui, les budgets sont réels. Réaliste, non, les multiples à 3 fois la moyenne historique intègrent déjà un monde en guerre permanente. Alternative, les vendeurs de pelles et pioches, les semi-conducteurs, l'énergie, l'infrastructure qui offrent une exposition aux mêmes tendances de fond sans avoir à payer une prime. Alors, intelligible, j'achète parce que c'est la guerre, ne passe pas le test des 30 secondes. Alors ici, une petite anecdote. En 2023, tout le monde parlait de Téléperformance. La société avait fait plus 60% en un an. Et j'ai failli acheter au plus haut pour pas rater le train. Et je me suis souvenu du fait que j'avais fait exactement cette erreur sur France Télécom en 2000. J'ai attendu alors sur Téléperformance. Et depuis, le cours n'a jamais cessé de chuter, je crois. C'est ce que les Américains appellent le FOMO, la peur de rater le train, the fear of missing out. Et pour moi, c'est devenu le premier signal qu'il faut ralentir, pas accélérer. Alors, ce qu'on ne fait pas non plus ici, c'est qu'on ne panique pas. Le pire réflexe, plus dangereux encore que d'acheter la défense, c'est de vendre dans la panique à l'ouverture des marchés. Les marchés actions vont probablement baisser, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une structure d'investissement bien établie. Ce qu'on fait sur l'énergie, on laisse son architecture d'investissement travailler pour nous. Et en ce qui concerne l'investissement sur le secteur énergétique, ma thèse de fond n'est pas que la guerre va faire monter le prix du pétrole. Ma thèse, c'est qu'il faut se positionner de manière structurelle sur l'énergie. Et j'ai une conviction principale. Les énergies fossiles sont en bas de cycle et on va en avoir besoin parce que le monde hors Occident en consomme de plus en plus.
Dans cette stratégie, j'ai un corollaire, quelque chose qui arrivera dans tous les cas. Le nucléaire est incontournable, quel que soit le scénario futur. Et enfin, dans cette stratégie, j'ai une alternative, un hedge, sur les énergies vertes, pour le cas où je me trompe sur ma conviction principale sur les énergies fossiles. Résultat des courses, depuis le lancement de mon portefeuille La Solution 10x10, que je partage avec plus de 500 clients, le nucléaire a fait plus 70,92%. Les énergies fossiles, plus 31,22%. Et les énergies vertes, plus 11,4%. J'ai trouvé une pépite pour les énergies vertes, mais ça, c'est une autre histoire. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les résultats concrets de l'application de thèses vérifiables que les frappes américaines sur l'Iran ne font que renforcer. Cette stratégie d'investissement, comme mes autres stratégies, est construite pour être bénéficiaire dans plusieurs scénarios. Parce que l'enjeu en investissement n'est pas d'avoir raison, c'est de pouvoir continuer à investir, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle on va se trouver. Les chiffres que je viens de vous partager ne prouvent pas que j'ai raison sur tout, ils prouvent que la méthode absorbe les chocs. Certaines lignes de mon portefeuille vont souffrir dans les prochains jours, c'est prévu. C'est le principe même de la diversification. Tout ne peut pas monter en même temps. Alors, je suis curieux de savoir si vous, vos thèses d'investissement, passent le test vrai. Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et ici, je peux parler de ce que je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps dureront les opérations. Je ne sais pas combien de temps l'Iran va bloquer le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si le programme nucléaire sera réellement neutralisé. Selon l'ISIS, l'Iran renforce activement Pickex Mountain. Et selon Iran International, le 22 janvier 2026, Téhéran a réussi à exporter 60 milliards de dollars de pétrole et de gaz en 2025, malgré les sanctions maximales. Donc le régime n'est ni à genoux ni isolé. Et personne ne connaît les réponses à ces questions. Ce que je sais, c'est que j'ai traversé 5 crashs majeurs depuis 1994 et qu'à chaque fois, des gens plus intelligents que moi m'ont expliqué pourquoi cette fois c'était différent. Et à chaque fois, les marchés se sont retournés. Donc, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Et ceux qui ignorent les rimes le payent au prix fort. Ce que je sais, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios. C'est la seule chose qu'on maîtrise. Tout ce que je viens de vous montrer repose sur des principes que vous pouvez apprendre. Le test vrai que je vous ai donné aujourd'hui, c'est le premier filtre. 4 questions pour évaluer n'importe quelle thèse avant d'investir. Mais pour construire votre propre architecture multiscénario, choisir vos ETF, calibrer vos poches d'investissement, définir vos seuils de rééquilibrage, j'ai préparé un bootcamp gratuit de 7 jours par mail, un mail par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin, vous saurez évaluer n'importe quelle thèse financière avec le test vrai avant de modifier votre stratégie. Vous saurez construire une répartition adaptée à votre situation personnelle et vous saurez identifier les signaux qui justifient un ajustement et ceux qui n'en justifient pas. J'investis mon propre argent avec ces principes. Depuis 1994, j'ai subi 5 crashs majeurs et maintenant une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran. 504 clients utilisent ces méthodes, le lien est en description, c'est gratuit, sans engagement, aucun lien d'affiliation, aucune commission, je mange ma propre cuisine. Dans cette vidéo, je vous ai présenté ma stratégie d'investissement dans l'énergie, mais ce n'est pas ma seule stratégie d'investissement. Pour découvrir ma stratégie d'investissement sur les pelles et pioches, l'infrastructure de l'intelligence artificielle et surtout comment je construis mes thèses d'investissement, c'est dans la vidéo qui s'affiche.